prochain livre. Alors j'ai une actualité un peu chargée puisque je vais avoir 2 livres qui vont sortir au mois de mai. Le premier sera sur les énigmes de l'histoire, puisque je publie chaque semaine dans Valeurs Actuelles une énigme de la semaine. Donc j'ai repris les 60 premières énigmes pour les étoffer et donc en faire un livre qui s'appelle Ombre et mystères de l'histoire. D'accord. Donc on a aussi bien des énigmes archéologiques, des énigmes policières ou judiciaires, des personnages mystérieux. Si on parle de Versailles, on peut parler du comte de Saint-Germain, le fameux comte de Saint-Germain qui sous Louis XV prétendait, ou lui faisait prétendre qu'il était immortel et qu'il avait connu Jésus-Christ, François Ier, etc. Ça c'est le premier livre, et puis l'autre ça sera sur c'est d'ailleurs sur les mariages royaux anglais, puisqu'on va avoir au mois de mai, le 19 mai, un mariage à Londres, en grande pompe, du prince Harry, donc le petit-fils de la reine, avec l'actrice américaine Meghan Markle. Donc ce livre va nous replonger dans tous ces mariages anglais depuis Victoria et Albert jusqu'à aujourd'hui, en passant par Diana et Charles, Elisabeth et Philippe, Catherine et William, etc. Donc c'est un livre de circonstances pour cette cérémonie royale. Des anecdotes, je ne sais pas, on peut parler par exemple, puisqu'on est à Versailles, parlons de la loge des trois frères, parce que alors on lit souvent ici ou là l'idée est-ce que Louis XVI et ses frères étaient francs-maçons, puisque il y a beaucoup de francs-maçons avant la Révolution. À Versailles il y avait beaucoup de loges maçonniques, et il y a une loge qui s'appelait la loge des trois frères, donc qui a été créée peu avant la Révolution, et on imaginait que ces trois frères, bien sûr, c'était en relation avec Louis XVI, son frère le futur Louis XVIII et son autre frère le futur Charles X. Donc ces trois frères, on pensait qu'eux-mêmes avaient participé, je dirais, aux travaux de cette loge maçonnique. En fait c'est faux, hein, c'est une loge qui a bien existé, mais qui réunissait des officiers de la cour, c'est-à-dire des gens qui travaillaient au château de Versailles, dans l'entourage du roi, et qui s'étaient mis sous la protection, sous l'égide des trois princes, en fait, mais les princes eux-mêmes n'étaient pas partie prenante. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu, dans la famille royale ou autour de la famille royale, des gens qui ont été francs-maçons. On sait bien sûr que le duc d'Orléans, le futur Philippe Égalité, a même été grand maître de la Grande Loge du Grand Orient de France, mais même Louis XV, on pense que Louis XV a plus ou moins initié à la franc-maçonnerie avec son valet de chambre Bontemps. Donc c'était très à la mode, en fait. Il faut pas voir la franc-maçonnerie comme on l'a pu ensuite être au 19e, au 20e siècle, une espèce de lieu un peu anti-royaliste et puis un peu républicain, laïque, etc. Au 18e siècle, comme c'est toujours le cas en Angleterre aujourd'hui. D'ailleurs, les gens qui étaient dans le franc-maçon étaient aussi des bons chrétiens et des bons royalistes, pour la plupart. Donc il ne faut pas faire d'anachronisme. Ce qui fait que dans le milieu de la famille royale, il pouvait y avoir... On a la duchesse de Lamballe, la princesse de Lamballe par exemple, l'amie de Marie-Antoinette, qui était aussi initiée à la franc-maçonnerie. Donc Louis XVI ne l'a sans doute pas été, il méprisait un petit peu tout ça, il trouvait que ce n'était pas tellement sérieux. Par contre, bizarrement, Charles X serait peut-être le seul des trois frères qui aurait été approché. Aurait approché la franc-maçonnerie, alors que finalement ce sera le plus réactionnaire finalement. Peut-être, oui. Donc finalement en histoire, il faut toujours se méfier des a priori puis des idées toutes faites, souvent beaucoup plus compliquées qu'on imagine. Écoutez, ça doit faire à peu près 40 maintenant, une quarantaine. Ah, quand même. Parce que j'ai travaillé pendant une vingtaine, même une trentaine d'années pratiquement au magazine Point de Vue, où je m'occupais de papier historique essentiellement. Et donc j'ai été amené à faire à côté de ça un certain nombre de livres. En particulier, j'ai commencé la collection de l'histoire des reines de France chez Pygmalion, puisque Georges Bordenave avait fait depuis longtemps les rois de France, et donc chez Pygmalion, il voulait qu'on fasse aussi une collection sur les reines. Et donc j'ai commencé cette collection et j'ai fait 7 titres déjà sur les reines. Et puis à côté de ça, je me suis aussi occupé de
des analyses autour du cœur de Louis XVII, des analyses génétiques qui ont permis de résoudre cette fameuse énigme du Temple. Voilà, j'ai écrit plusieurs livres sur Louis XVII, j'ai écrit aussi sur les dynasties du monde, sur les rois assassinés, c'est-à-dire les rois qui au cours du siècle ont eu un destin tragique, les rois ou les reines ou les princes ou les impératrices, et puis aussi sur les princes de la mer qui sont les princes navigateurs. Ce qui m'intéresse d'une manière générale, c'est le côté, les destins, les grands destins, donc voilà, qu'est-ce qui fait que voilà, comment un homme ou une femme peut prendre en main son destin et puis le vivre. Moi je m'intéresse surtout, pour moi l'histoire c'est d'abord une histoire humaine, donc c'est-à-dire que j'aime raconter l'histoire d'hommes et de femmes, plutôt d'exception généralement. Ce sont ces destins-là qui m'intéressent, et essayer de me replonger un peu, de comprendre la psychologie de quelqu'un. Donc là, vous entrez un petit peu dans son cerveau. En faisant attention, parce qu'en histoire, on tombe facilement dans l'anachronisme, il faut éviter de juger. D'abord, il ne faut pas juger du tout, c'est déjà une chose, mais il faut éviter d'analyser, je dirais, les choses du passé avec nos œillères d'aujourd'hui, avec nos propres a priori. D'accord. Les gens d'autrefois n'avaient pas nécessairement, mais en même temps c'était des êtres humains comme nous, donc on peut quand même retrouver des similitudes. Après il faut essayer de se mettre un peu à leur place, tout en gardant une certaine distance. D'accord. Un de mes derniers livres qui s'appelait Les théories folles de l'histoire, justement, s'amusait à démonter toutes ces théories qui circulent beaucoup sur Internet, en particulier depuis quelques années, qui n'ont aucun fondement scientifique et qui, je dirais, sont pris comme argent comptant par des gens qui sont prêts à croire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas justement ce recul, ce regard critique nécessaire par rapport à une information. Bon, c'est des théories du genre on n'a jamais marché sur la Lune, Jeanne d'Arc était une princesse, peut-être même un homme déguisé en femme, enfin vous voyez des choses de cet acabit. Ça, on retrouve les Illuminati, les reptiliens, enfin toutes ces choses-là qu'on retrouve sur Internet. Bon, c'est intéressant justement de montrer qu'avec la méthodologie historique, avec ce que l'histoire utilise des méthodes scientifiques en fait, d'analyse des documents, de critiques internes, externes, etc. Et c'était intéressant de montrer qu'on pouvait, que tout ne se vaut pas, parce que c'est vrai qu'on a une époque de relativisme absolu, souvent les gens disent bon, c'est une affaire d'opinion, tout est vrai, tout est faux. Si, en histoire, il y a des choses qui sont vraies, on peut affirmer des choses, il y a des choses qu'on peut établir. On peut dire par exemple qu'un certain Napoléon Bonaparte a été couronné empereur des Français au début du 19e siècle, ça c'est un fait historique qu'on peut affirmer, je dirais. Tout n'est pas, il n'y a pas un relativisme absolu, toutes les opinions ne se valent pas, c'est pas une question d'opinion l'histoire, c'est une question d'abord d'établissement de faits, et puis après à partir du moment où on a établi ces faits, on va, bien sûr, selon sa sensibilité, on va les voir, les analyser peut-être d'une manière différente, mais dans un premier temps, il faut analyser, il faut déjà établir les faits. Si on parle d'une manifestation qui a eu lieu, je ne sais pas, tel jour, si on dit les uns disent qu'il y avait 100 000 personnes, les autres disent qu'il y a 1 million de personnes, bon, il faut essayer d'établir la réalité entre ces deux témoignages. Est-ce que si l'analyse qu'on va en faire sera différente si on prend 100 000 ou 1 million, vous voyez. Donc il faut d'abord établir les faits pour ensuite pouvoir faire une critique et une analyse utile des événements. Sinon, si on part d'événements qui n'ont pas existé, c'est vrai que... D'accord. Donc là, vous allez parfois sur les lieux, oui, ça peut arriver, oui, c'est pas absolument nécessaire systématiquement, parce que souvent, d'abord, les lieux ont beaucoup changé, et on n'y retrouve pas grand-chose, mais c'est bien parfois quand même de s'inspirer de prendre le parfum des lieux. Quand on habite à Versailles, d'ailleurs, on est en permanence dans le parfum de l'histoire, c'est ça qui est passionnant, quoi. À chaque coin de rue, c'est une ville où justement on n'a pas juxtaposé des choses sans ruine et raison. Il y a une certaine unité, un certain sens architectural, urbanistique, etc. qui n'existe pas dans la plupart des banlieues où on a construit n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle époque. Là, à Versailles, on garde quand même
on vit encore dans l'histoire d'une certaine manière, tout en étant dans une ville quand même très, très vivante. C'est ça qui est passionnant.